Micro, ah, ok. Bonjour à tous. Bienvenue à la conférence Elasticsearch. Donc je vais essayer pendant ces 50 minutes de vous faire partager mon engouement pour ce moteur de recherche. Avant tout, je voudrais adresser mes remerciements à la team d'Evox qui a fait un travail d'organisation absolument énorme, au comité de sélection aussi qui a sélectionné ce talk, en particulier à Gabriel. Remercier mon ami Maloum pour m'avoir aidé à énormément préparer cette conf et également ma femme pour m'avoir supporté pendant tout ce temps, parce que mine de rien, c'était un petit peu long à préparer. C'était d'ailleurs un bon prétexte de temps en temps pour dire non, je peux pas faire ça, j'ai des Vox. Bon. Bon alibi. Alors, on va commencer par qui suis-je ? Une petite partie de mon activité a été en SS2I. J'ai travaillé chez SFR, ensuite dans une start-up internet, chez Vivendi Universal. Et puis en ce moment, je travaille pour la douane, main sur le cœur, pour la douane française, pour différents projets. J'ai d'abord travaillé sur un projet qui permet de gérer des déclarations en douane. C'est un petit peu les équivalents des déclarations que vous faites pour les impôts, sauf que c'est pour les entreprises. Mécanisme d'importation et d'exportation. C'est environ 12 millions de marchandises par an dans le cadre de ce projet qui sont gérées. Et puis en ce moment, je travaille sur un autre projet dont on verra une illustration tout à l'heure, qui est un projet qui aide les douaniers à mieux réaliser leurs contrôles et à mieux connaître l'activité des entreprises. Basé évidemment sur Elasticsearch. Alors mes passions, ma famille, mon travail, j'adore mon travail, je pense comme vous tous ici, puisque vous êtes à Devox. Et puis de temps en temps, je mixe aussi, vous verrez sur mon compte Twitter, mon podcast. Alors voilà, c'est une petite activité qui m'amuse le soir. C'est occasionnel. J'ai deux comptes Twitter d'Adouné, c'est mon compte personnel, et Elasticsearch FR, j'essaye d'animer le compte Twitter Elasticsearch France, et mon email si vous avez besoin de me joindre. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est déjà, avons-nous besoin d'un moteur ? À quoi ça sert d'avoir un moteur ? Ensuite, on abordera le cas d'Elasticsearch et on va aborder pourquoi Elasticsearch peut répondre à vos besoins en tant que moteur. Et puis on va faire une indexation de Twitter, et là je vais avoir besoin de vous dans la salle. Il va falloir faire un maximum de bruit sur Twitter en parlant sur DevoxFR et avec le hashtag Elasticsearch. Donc l'idée, ça va être de faire plus de bruit que les autres salles. Donc je compte sur vous, tweetez, vous avez le droit. On va commencer par analyser notre besoin. En fait, un moteur, pourquoi aurions-nous besoin d'un moteur ? Moi, quand je suis arrivé en douane, j'avais un cas d'école. On faisait du SQL classique. Alors peut-être que vous faites ça également chez vous. Et par exemple, on avait un document dans une base de données très classique avec un attribut date, un attribut codifié pays avec une jointure dans une autre table qui nous donne le libellé, et puis un attribut commentaire. Donc je vous laisse lire le commentaire, qui n'a pas beaucoup d'intérêt. L'idée, c'était de faire ensuite, cherche-moi un document qui date de décembre 2011, qui porte sur la France, qui contient les mots saisie et David. Alors en SQL, je pense que vous savez tous faire du SQL, ça se passe à peu près comme ça. Vous allez remarquer en bas les likes avec les pourcents. Si vous en avez fait, c'est assez désastreux lorsqu'on commence à monter en volumétrie. Typiquement, pour le premier projet de douane dont je vous ai parlé, au début, on avait fait ça sur la page d'accueil, un petit moteur de recherche à la Google, on mettait un like. Ça a tenu jusqu'à peu près 500 000 déclarations gérées. 500 000 déclarations, on avait des temps de réponse de 5 secondes à peu près, on va dire. Et puis au-delà, 1 million, 2 millions de déclarations. Alors là, on a explosé complètement le système et on a été obligé de retirer la fonctionnalité. Donc, dommage pour les utilisateurs. Alors, on aurait peut-être besoin d'un moteur. Mais qu'est-ce qu'un moteur ? Un moteur de recherche, c'est composé de deux choses. Un moteur d'indexation de documents. Donc vous allez envoyer vos documents au moteur de recherche et il va vous fabriquer des index. Et ensuite, il va être capable de rechercher sur ces index avec les critères que vous souhaitez. Donc il faut bien avoir ça en tête. Il y a deux éléments dans un moteur de recherche, l'indexation et la recherche sur les index. Alors comme un moteur de recherche travaille sur cette mécanique,
De fait, il est beaucoup plus rapide qu'une base de données pour faire des recherches. Parce que tout simplement, c'est son boulot. Il est payé pour faire de la recherche. Une base de données, elle est plutôt payée pour stocker de la donnée. Okay. Alors, parmi tous les moteurs de recherche qui existent sur le marché, il y a maintenant depuis un peu plus de 2 ans le moteur Elasticsearch. Et je me propose de vous le faire découvrir. Dans Elasticsearch, il y a une phrase qui est importante, je trouve, j'adore cette phrase, c'est « Your data, your search ». Ce sont vos données, ce sera votre recherche. Il n'y a que vous qui sachiez comment sont organisées vos données, il n'y a que vous qui sachiez comment sémantiquement, ce que veulent dire sémantiquement chacun des champs, et comment représenter ces données dans le cadre d'un résultat de recherche. Il n'y a que vous qui puissiez faire ça. Google ne pourra rien faire pour vous. Typiquement, une déclaration en douane, Google ne saura jamais représenter une déclaration en douane. Alors Elasticsearch, c'est un moteur clairement NoSQL, de par son approche orientée document. On est dans le monde du document, dans le monde SQL. NoSQL, c'est pareil, on stocke du document. Et c'est vraiment voilà, il est vraiment sur cette technologie et ce mouvement NoSQL. Alors il est basé sur une magnifique bibliothèque qui s'appelle Apache Lucene. Je vous invite à voir une conférence, d'ailleurs, qui aura lieu demain, après-midi, par Magirus Fancy, à 14h30, et qui va détailler, à mon avis, beaucoup plus ce qui se passe au cœur de Lucene. Donc là, c'est pas le propos, mais sachez que c'est basé sur cette bibliothèque très puissante. Alors Apache Lucene, c'est du Java, et donc, si vous voulez dialoguer avec Lucene autrement qu'en Java, c'est un petit peu compliqué. Donc, Elasticsearch va proposer de masquer cette complexité Java Lucene en exposant l'ensemble des services de Lucene via des services standards HTTP, REST, JSON, très classiques. Du coup, c'est utilisable à partir de n'importe quelle technologie. Vous verrez, tous les exemples qu'on va montrer, c'est du curl, technologie hyper puissante, le curl. Et puis, ça ajoute également une couche qui manquait à Lucene, une couche de distribution, de scalabilité. D'accord ? Donc Elasticsearch, il va ajouter toute cette puissance pour décupler la puissance de Lucene qui est déjà très puissant. Un élément important à retenir surtout, c'est un moteur, ça n'est pas une interface graphique. Je l'ai dit tout à l'heure, ce sont vos données, c'est votre recherche, c'est à vous de représenter vos données. Beaucoup de gens qui téléchargent Elasticsearch la première fois et le lancent, ils disent mais elle est où l'interface ? Il n'y en a pas, c'est un moteur. Quelques points clés sur Elasticsearch. D'abord, c'est simple. En quelques minutes, et encore c'est le temps de téléchargement, vous avez un moteur sous la main, complet, qui est tout de suite prêt à recevoir vos documents, à les indexer et à faire des recherches dessus. C'est simple, je ne sais pas si vous vous souvenez de la pub Apple il y a quelques années, qui était première étape, je sors le Mac du carton, deuxième étape, je branche, troisième étape, il n'y a pas de troisième étape. Là, c'est pareil. Télécharger, lancer, il n'y a pas de troisième étape. Vous utilisez directement. C'est d'ailleurs ce qui m'a séduit sur ce moteur. Il est efficace. Démarrez simplement d'autres nœuds dans votre réseau et automatiquement vous allez bénéficier de la scalabilité, de la réplication, etc. Donc il est puissant, on a parlé de Lucene tout à l'heure. Hein. Donc Lucene, bibliothèque super puissante, et donc en plus Elasticsearch parallélise les traitements sur Lucene pour donner des tons de réponse acceptables. Alors comme dit l'auteur d'Elasticsearch, quand vous dépassez les 100 millisecondes, 200 millisecondes, c'est qu'il doit commencer à y avoir un problème dans votre système. Parce que vraiment, c'est hyper rapide. Et sur une volumétrie incroyable. Et en plus, il est complet et il évolue toujours. Énormément de fonctionnalités. Des fonctionnalités d'analyse et de facettes. On va faire un point tout à l'heure là-dessus, sur cette partie-là. C'est vraiment une partie que j'adore. De la percolation. C'est de la recherche inversée. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je vous invite à aller découvrir sur le site ce que ça veut dire. C'est très, très intéressant comme concept. Des notions de rivière, on verra ça. Et il est ouvert aux plugins. Donc beaucoup de gens développent maintenant des plugins pour Elasticsearch pour répondre à leurs propres besoins. Alors on va voir ça de façon un petit peu plus précise maintenant. On va commencer par des notions élémentaires d'Elasticsearch. D'abord, il faut ranger nos données. On parle de documents. Les éléments qu'on envoie à Elasticsearch, ce sont des documents. Alors, c'est un objet qui représente vos données au sens NoSQL du terme. Il faut vraiment avoir ça en tête. Il faut oublier la notion de relationnel quand on fait du NoSQL et du Elasticsearch en particulier.
Hein, on pense document, on pense globalité. Qu'est-ce que j'ai besoin d'indexer? Qu'est-ce que mes utilisateurs veulent rechercher? Comment ils veulent le rechercher? Les questions qu'il faut se poser, c'est celles-là. Et non pas, techniquement, j'ai des jointures entre des tables, ça ne veut rien dire dans le monde Elasticsearch. Donc par exemple, j'ai illustré, là, si vous avez un tweet. Donc bienvenue à la conférence. Donc il y a un champ texte, c'est du JSON. Hein, je pense que vous avez vu suffisamment de conférences jusqu'à présent pour comprendre le format JSON. Donc des champs dates, des champs booléens, des collections, des tableaux, etc., etc. Ça, c'est un tweet. C'est un document de type tweet. Donc c'est une autre notion importante d'Elasticsearch, le type. Nos documents sont rangés par type. Donc là, on a des tweets. Et puis ensuite, on va regrouper tous nos documents dans un même espace logique. Alors pour moi, c'est un espace où les types ont fonctionnellement quelque chose de commun. Par exemple, dans un index Twitter, on va ranger des tweets et on va ranger des utilisateurs Twitter, par exemple. Dans un index Facebook, on va pouvoir ranger des posts sur des walls et puis des utilisateurs Facebook. Voilà. On peut séparer, on fait ce qu'on veut. Merci Gabriel. les notions comme on le souhaite. Alors comment on accède à Elasticsearch? Pour interagir avec, c'est simple, on l'a dit tout à l'heure, API REST. Donc une URL pour se connecter à un nœud Elasticsearch, éventuellement un nom d'index, éventuellement un nom de type, et puis soit une action, ou alors un identifiant. Là-dessus, vous pouvez utiliser des méthodes get, post, put, delete. On va illustrer ça tout de suite. Par exemple, envoyer un document, ça serait faire un curl xput vers le nœud Elasticsearch dans l'index Twitter. Mon type, c'est le tweet, et c'est le premier tweet que j'envoie. Puis derrière, il va falloir envoyer votre document, on verra ça juste après. Récupérer ce même document que vous venez juste d'envoyer à Elasticsearch, c'est simplement un get. Vous pouvez aussi l'effacer. Je veux effacer le document puisque maintenant il n'existe plus dans mon système d'information, il a été détruit, donc je ne veux plus qu'on soit capable de rechercher dessus, vous envoyez un delete. Donc une syntaxe très élémentaire. Faire de la recherche, c'est pareil. Vous cherchez ici dans votre index Twitter, vous cherchez des types tweets et vous appliquez une méthode qui s'appelle search, puis éventuellement des paramètres. On va voir ça aussi juste après. Vous pouvez chercher dans tout votre index, quels que soient les types. Plus fort, si vous avez beaucoup d'index différents, vous pouvez chercher partout dans votre système d'information finalement, quels que soient les index. Elasticsearch expose aussi toutes ces métadonnées et son propre fonctionnement à l'aide de requêtes API, enfin REST. Par exemple, ici, vous pouvez obtenir quel est l'état de mon index Twitter. Donc je vais avoir des informations techniques sur mon index, combien j'ai de données à l'intérieur, combien ça prend de place, etc., etc. Donc tout un tas d'opérations que vous pouvez faire sur le cluster Elasticsearch. Vous pouvez même éteindre un cluster Elasticsearch comme ça, attention, c'est dangereux. Donc on va voir un petit peu plus précisément. Indexer un document, donc on l'a dit, hein, c'est un put. J'envoie mon tweet numéro 1 dans l'index Twitter et je renvoie exactement le document qu'on a vu tout à l'heure au début. Elasticsearch nous répond OK, ça s'est bien passé. Et voici les coordonnées, c'est les 3 derniers champs. Donc je l'ai mis dans l'index Twitter, c'est un type tweet et voici son ID. Donc il vous confirme ce que vous venez de faire. Bon, lorsque vous avez indexé les éléments, vous avez remarqué que, croyez-moi, ça marche comme ça, on n'a fait aucune opération. En gros, on a démarré le serveur et ça, c'est la première commande qu'on passe. On lui a jamais dit qu'il allait avoir à gérer un index Twitter. On lui a jamais dit qu'il allait avoir à gérer un type tweet. On lui a même pas décrit le contenu du type tweet. Là, il vient de s'auto-adapter et de déterminer avec ce qu'on lui avait donné que le champ texte, par exemple, c'est une chaîne de caractères. Que le champ created at, c'est une date. Que truncated, c'est un booléen, etc., etc. Donc il y a un mapping automatique qui est fait par Elasticsearch pour identifier dans les documents que vous lui envoyez le contenu, ce qui va vous permettre de faire des recherches ensuite très précises en fonction de ce contenu. Alors vous pouvez aussi définir votre propre mapping, si vous le voulez. Là, on n'a pas le temps de regarder toute cette partie-là, mais c'est très puissant. Vous pouvez dire, par exemple, sur un champ commentaire, imaginons le champ texte là-haut, c'est du contenu français. Ça n'est pas la peine de m'indexer à, là, pour. Ce sont des mots qui n'ont aucun intérêt quand on fait une recherche.
Donc vous allez dire, pour ce champ-là, je veux que tu appliques un analyseur, ça s'appelle, qui va être français. Vous pouvez aussi envoyer d'autres types de documents. Vous pouvez envoyer, par exemple, des documents PDF ou OpenOffice. Vous encodez en base 64 vos documents, vous les envoyez à Elasticsearch, et via un plugin, il va automatiquement les analyser et vous indexer le contenu. Ça va ressembler plus à ce qu'on fait chez Google, typiquement. Alors, lorsqu'on cherche un document, on fait également un curl, et puis on cherche ici le mot-clé, ma query, c'est Elasticsearch. Elasticsearch va vous renvoyer un résultat. Dans ce résultat, ce qui est à noter, c'est le nombre de documents qu'il va trouver. Et pour chacun des documents qu'il a trouvés, il va vous en donner la liste, une collection. Pour chacun des documents, vous allez avoir les coordonnées de ce document. Donc dans quel index j'ai trouvé le document? Tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai dit on peut chercher multi-index. Donc là, ça a un sens. Voilà, ce document-là, je l'ai trouvé dans Twitter. C'est un type tweet et son identifiant, c'est 1. Quelle est sa pertinence? La pertinence de ce document par rapport à la recherche qu'on vient de faire. Alors lorsqu'on a un seul mot-clé et que là j'ai un seul document dans mon système, la pertinence, elle est assez limitée. Mais lorsque vous avez des millions de documents, que vous mettez plein de mots-clés, évidemment, il y a des documents qui sont plus pertinents que d'autres en fonction des règles. On va aborder ça juste après. Et le truc sympa, c'est que vous n'avez pas besoin de retourner dans votre système d'information pour aller rechercher la donnée. Vous avez directement le document source sous la main, donc le contenu du tweet de tout à l'heure. Il vous le restitue automatiquement en un seul appel. Vous avez tout sous la main pour restituer l'information à votre utilisateur. Pardon. Alors Elasticsearch, j'ai dit qu'il renvoyait tous les documents, mais en réalité, si vous avez trouvé 1 million de documents qui correspondent aux critères, il ne va pas pouvoir vous les renvoyer d'un seul coup, c'est pas possible. Puis personne ne sait lire 1 million de documents. Donc il va vous renvoyer les 10 premiers résultats. Puis ensuite, il va vous permettre, par son API, de vous balader dans les résultats. Par exemple, ici, on va dire, on va prendre les 10 prochains éléments. Vous pouvez personnaliser, j'en veux 50, j'en veux 100, etc. C'est à vous d'adapter le moteur de recherche à vos besoins. La pertinence, c'est quelque chose qui est calculé suivant le nombre d'occurrences, plus ou moins exactes, qu'on va trouver pour chaque terme dans un document. Si vous voulez avoir le détail mathématique du calcul, vous rajoutez explain égale true. Je vous souhaite bon courage, moi je n'ai rien compris à ça. Mais c'est sans doute très intéressant. Peut-être qu'à la conférence de demain, je vais apprendre ce que veut dire tout ça derrière d'un point de vue Lucene. Alors ça, c'est une recherche très simple. Hein. On a vu, on fait Q égale Elasticsearch, mais en fait, il existe un langage plus complexe, le Query DSL, où là, vous pouvez vraiment aller très loin dans la recherche et faire des recherches par critères très précises. Vous avez par exemple la recherche match all, c'est ramène-moi tout. Je veux toute ma base. Et puis je vais naviguer dedans 10 par 10. Ça va être sympa si ensuite vous rajoutez des filtres dessus. Bon, c'est une notion qu'on évoquera un petit peu tout à l'heure. Query string, c'est l'équivalent de ce que j'ai fait tout à l'heure. Le Q égale, c'est exactement l'équivalent. Et en fait, vous pouvez utiliser une syntaxe Lucene. Vous pouvez dire, avec un plus, je rends un terme obligatoire, je veux obligatoirement qu'il soit présent. Avec un moins, je dis, ce terme-là, je veux surtout pas qu'il soit présent. Ou des from, des to, des recherches proches. Une recherche de type terme, là, c'est votre texte va être, votre token va être appliqué tel quel sans analyse, etc., etc. Vous avez des recherches de type range, des recherches de type préfixe. Alors ça, c'est sympa si vous avez des champs où vous voulez faire de l'autocomplétion dessus. Donc au fur et à mesure que l'utilisateur saisit, vous voulez voir des résultats. La recherche préfixe va être très efficace pour ça. Voilà, tout un tas de recherches sont possibles. C'est pas l'objet de cette présentation maintenant. Alors on a vu qu'on pouvait indexer facilement un document, on a vu qu'on pouvait rechercher des documents. L'idée maintenant, c'est qu'on a sans doute dans notre système d'information ou quelque part tout un tas de données et on souhaiterait pouvoir les collecter. Donc ça s'appelle « La vie est un long fleuve tranquille ». Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'il faut imaginer qu'on va avoir besoin de récupérer de l'information quelque part et de déverser ce contenu via une mécanique qu'on appelle les rivières dans la recherche.
L'image, c'est les rivières de données qui se propagent dans le fleuve de la recherche. C'est beau, hein? C'est de moi. Alors comment ça se passe? La collecte. Imaginons que vous ayez un entrepôt de données, quelque part, dans votre système d'information, et puis, de temps en temps, vous envoyez des documents dans cet entrepôt. Ils y vont? Ils y vont. Vous souhaitez maintenant mettre en place un moteur de recherche, donc vous démarrez votre Elasticsearch, et l'idée, c'est de créer une rivière qui va permettre de déverser les documents dans le moteur de recherche. Au fur et à mesure que ça se déverse, il y a d'autres documents qui peuvent arriver également dans votre base de données et puis qui vont continuer à se déverser naturellement dans le moteur de recherche. Ça, c'est le principe des rivières. Alors aujourd'hui, ce sont des plugins, en fait, des plugins d'un type particulier. Vous pouvez développer les vôtres. Et il existe différents types de rivières en standard. Il existe la CouchDB River, donc qui va naturellement prendre du contenu de CouchDB. Et à chaque fois qu'il y a une modification dans CouchDB, le propager à votre moteur de recherche, y compris les deletes. Quand vous enlevez un document dans CouchDB, automatiquement, il va l'effacer dans Elasticsearch également. Vous avez la rivière MongoDB qui vient de sortir, c'est un plugin externe. Vous avez une rivière pour Wikipédia, la Wikipedia River. Vous avez la Twitter River. Donc ça, c'est celle dont on se sert si vous tweetez en ce moment à mort, ce que j'espère que vous faites. En ce moment, vos contenus Twitter se déversent dans un nœud Elasticsearch. Vous avez la RabbitMQ River. Alors RabbitMQ, si vous ne connaissez pas, c'est une queue de messagerie complètement orientée, j'allais dire NoSQL, document JSON. Donc envoyez vos documents à une queue de messagerie RabbitMQ, automatiquement, Elasticsearch va venir les consommer et les indexer. Vous avez également la RSS River, dont je suis l'auteur. Et c'est très simple en fait à développer une rivière. Et puis vous avez Dick Rivers, mais ça n'a absolument aucun rapport avec la conférence. Merci. Je suis pas spécialement fan de Dick Rivers. Mais... Bon, plus sérieusement, on va aborder maintenant un point que je préfère dans Elasticsearch. C'est l'analyse de vos données. Et c'est un terme qui s'appelle les facettes. Donc la puissance des facettes, c'est essayer de faire parler vos données autrement, en les regardant sous des angles différents, sous différentes facettes. Et de préférence en temps quasi réel. Je vais illustrer ça avec un exemple. Ma souris ne marche pas toujours. Ok. Donc imaginons que nous ayons un certain nombre de tweets. Là, je les ai représentés sous forme presque SGBD, mais bon. Désolé pour l'offense. Donc vous avez différents identifiants, vous avez des usernames, des dates, et puis le nombre de hashtags dans chaque tweet, par exemple. L'idée, ça va être de regarder cet ensemble de données sous un angle différent. Par exemple, je veux regarder sous l'angle username. J'ai envie de faire une sorte de group by et de comptage de ces données. Donc qu'est-ce que ça va me donner? Elasticsearch va vous calculer et va vous grouper en disant des dadounées sur ta recherche, là j'en ai trouvé 3, des DevOxFR j'en ai trouvé 3, des ElasticSearchFR j'en ai trouvé 3. En Elasticsearch, ça s'écrit très simplement. En même temps que vous faites votre requête classique avec vos mots-clés, etc., vous lui dites « donne-moi en plus une facette sur mes résultats ». Donc vous lui écrivez ça, un petit bout de JSON. Je veux une facette qui va s'appeler users, de type terms, sur le champ, je suis en train de perdre mon micro, username. Et Elasticsearch va vous renvoyer en même temps que vos résultats de recherche, c'est-à-dire il va vous renvoyer vos 10 premiers éléments, et en même temps il va vous donner la facette. Il va vous dire, ok, la facette user, c'est le type terme, et j'ai trouvé ce qu'on a vu tout à l'heure, mes 3 dadounées, mes 3 DevOxFR et mes 3 ElasticSearchFR. Il y a un autre type de facette, assez sympa, qui s'appelle les datahistogrammes. Donc pareil, même principe, j'ai envie de grouper l'information et d'avoir une information sur les dates cette fois. Par exemple, je vais pouvoir demander une facette par mois. Tiens, sur le mois d'avril, combien j'ai eu de tweets? Là, j'en ai 9. Ou une facette par jour. Sur une facette par jour, ça s'écrit très simplement comme ça. Vous dites, je veux une facette, c'est un histogramme sur le champ date, et donne-moi ça au jour. Vous les mois, vous dites month,
Vous voulez à l'année, year et compagnie, hein, c'est très simple. Vous pouvez descendre à la seconde, je crois, là-dessus. Et Elasticsearch va vous renvoyer votre résultat, votre comptage, avec le temps en millisecondes. Il y en a eu 5 pour le 18 avril, etc., etc. C'est les mêmes données. Un autre type de facette s'appelle la facette range. Et là, ça va être un comptage sur les nombres. On va dire, par exemple, donne-moi quel est le nombre d'éléments dont la valeur est inférieure à 3, le nombre d'éléments dont la valeur est compris entre 3 et 5, le nombre d'éléments dont la valeur est supérieure ou égale à 5. Donc il vous fait votre comptage, il vous en trouve 3 à chaque fois, et puis il vous donne des valeurs minimales, maximales, des moyennes. Il va vous donner des statistiques aussi, éventuellement. Aussi très sympa. Donc ça s'écrit pareil, très simple. Je veux une facette de petite range, voilà, jusqu'à 3, de 3 à 5 et au-delà de 5. Et Elasticsearch vous renvoie votre résultat. C'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure, hein, mais sous forme JSON. Vous n'avez plus qu'à interpréter ça et à afficher le résultat à votre utilisateur. Je bois un petit coup. C'est de l'eau. Gabriel voulait me faire une farce, mais c'est de l'eau. Alors les facettes, c'est vraiment super puissant et on s'en sert partout dans notre quotidien, notamment sur les sites marchands. J'ai pris là l'exemple d'un site Photolia qui est fait par des Français. Ils ont 16 millions d'images. Et donc vous avez un moteur de recherche. En haut, vous définissez votre critère. Vous avez, suite à votre recherche, les résultats qui s'affichent. Et puis à gauche, nos fameuses facettes. Ici, une facette de type range, le comptage de nombres avec des périodes. Des facettes de type terme. Et encore des facettes de type range. Donc voilà, c'est vraiment le cas typique du site marchand où ensuite on va pouvoir cliquer sur les données pour aller filtrer et aller davantage vers notre résultat. On s'en sert également en douane. Donc ça, c'est une fiche de la douane qui concerne une entreprise. Et donc typiquement, on a constitué un certain nombre de facettes liées aux données qu'on a indexées sur les contrôles réalisés sur cette entreprise. Donc on réalise un certain nombre de contrôles par année. Et là, on a une vision complète de notre entreprise. Alors on a un critère fixe, ça va être, ici on va chercher évidemment tout ce qui concerne le numéro de SIRET de cette entreprise. On a tous les dossiers en cours ou déjà effectués sur l'entreprise, c'est les fameux résultats. Et tout le reste, c'est des facettes. Ça, ce sont des facettes de type terme, donc notre comptage. Combien j'ai de dossiers non conformes sur cette entreprise? Ben, j'en ai 6. C'est une entreprise pas très sérieuse, ou pas bien. Est-ce que j'ai fait des contrôles plutôt documentaires ou physiques? J'ai également un histogramme de date, vous voyez en bas. Quelle est la pression que j'ai fait sur cette entreprise? Est-ce que je suis allé trop la contrôler ou pas assez la contrôler? Est-ce que tiens, j'ai un gros trou pendant toute une période, pendant 6 mois, je ne suis pas allé la voir, c'est peut-être pas normal, etc. Et une facette de type range. Ah, c'est bien, ça c'est pour l'argent de la France. Combien d'argent on a récolté sur cette entreprise par, ici, entre 500 et 1000 euros par exemple, et combien de dossiers on a fait entre 500 et 1000 euros, voilà, etc. L'intérêt d'avoir ça, c'est qu'ensuite vous allez rendre ces facettes cliquables et faire ce qu'on appelle de la navigation par facette. Donc imaginons que vous cliquiez sur le critère non conforme, automatiquement vous allez relancer une recherche dans Elasticsearch en appliquant ce filtre non conforme. Il va vous renvoyer cette fois les 6 dossiers non conformes tout en bas. Et puis vous réajustez également toutes les facettes. On voit que des non conformes, j'en ai trouvé en décembre 2010, janvier 2011, etc. etc. Et le nombre. La navigation par facette, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'important pour nos utilisateurs. Parce que le rendu pour eux et l'ergonomie est vraiment simple à comprendre. Alors vous pouvez aussi utiliser des facettes pour faire de l'analyse temps réel de vos données. Donc par exemple, imaginez que vous faites un match all, vous vous rappelez de la fonction match all, je dis ramène-moi tout. Et puis je vais juste faire des facettes pour voir ce qui se passe en temps réel. Bah là, je vais analyser toutes les données, toutes les X secondes. Et en temps réel, calcule-moi les facettes sur les données qui arrivent. La puissance d'Elasticsearch par rapport à d'autres concurrents, Solar pour ne pas le nommer, c'est que en même temps que vous indexez massivement, il vous permet toujours de faire de la recherche avec toujours quasiment les mêmes performances.
C'est vraiment le point fort de ce moteur. Il ne dégrade pas les performances. Moi, quand je réindexe ma base pour la douane, je réindexe massivement et mes utilisateurs ne voient rien. Ils voient juste les données qui arrivent au fur et à mesure qu'elles sont indexées, mais ils ne sont pas perturbés dans leur recherche. Alors maintenant, on va voir si vous avez fait du bruit. On va faire une petite démo. Avant de faire la démo, je vais vous présenter l'architecture de la démo. Donc vous avez des téléphones où vous avez tweeté un maximum. Tout ça s'est propagé chez Twitter, et Twitter met à notre disposition une API qui permet d'écouter ce qui se passe sur Twitter. Alors j'ai démarré chez Amazon une machine, enfin 2 nœuds en réalité, dans lesquels j'ai installé des Elasticsearch. Et puis j'ai passé une commande, celle-là. Et ça m'a déclenché ma rivière Twitter, et ça s'est mis à récupérer tout le contenu de ce qui se disait. Je traque tout ce qui est Devoxx FR. Voilà, c'est assez automatique, il n'y a pas grand-chose à faire. J'aime bien les trucs de feignant comme ça. Il ne reste plus qu'à faire une petite application. Donc là, c'est un développement en jQuery sous Chrome pour aller lire les résultats que Elasticsearch a indexés. Donc on va voir ça tout de suite. Hop, je me pète touche. Le Mac, c'est pas encore mon truc. Et là, je dois faire ça. On devrait tous voir la même chose, oui. Ok. Vous pouvez noter l'adresse, vous pourrez aller faire un test si vous voulez, devoxx.pilato.fr. Je vais la laisser live pendant encore un petit peu de temps, et puis ça nous permettra peut-être après avec l'équipe Devoxx de voir ce qui s'est dit sur Twitter, de faire de l'analyse peut-être de ces données. En espérant que ça fonctionne. Toujours l'effet démo. Et si ça ne fonctionne pas, je vais essayer de changer de nœud. Magnifique. Bien. Super. Ah oui, je sais ce que j'ai oublié. J'ai juste oublié de me connecter à Internet. Effectivement, ça peut pas marcher. Bon, donc on devrait avoir maintenant du résultat. Voilà. Merci. Alors ici, j'ai fait un match all. Donc j'ai dit, donne-moi tous les tweets. Depuis que j'indexe à peu près depuis mars 2012. Et voilà, vous avez une facette date histogramme donnée par mois. Donc mois par mois, voilà. En mars 2012, j'avais indexé 218 tweets. Et en avril, pour l'instant, on en est à 4167, à quelque chose près. Dessous, d'autres facettes. Quels sont les mots les plus mentionnés? Quels sont les hashtags les plus mentionnés? Quels sont ceux qui ont tweeté le plus? Non. Et puis dessous, nos 10 premiers résultats. Je vous disais, on a en même temps le résultat de la recherche et les facettes. Et on va pouvoir naviguer dans les résultats. Donc par exemple, je vais cliquer ici, je vais rajouter un fil sur le mois d'avril, et je vais redemander à Elasticsearch, recalcule-moi une facette, cette fois sous forme de jour. En ayant rajouté comme filtre, je veux le mois d'avril. Donc voici la distribution par jour. On voit que on est à Devoxx depuis 2 jours, hein. Ça tweet bien. Et puis on peut aller voir, tiens, le 19 avril. OK. Voici le nombre de tweets distribués, cette fois par heure, dans votre journée. On peut peut-être aller voir, allez, vous avez fait plutôt ça à 11h ou plutôt ça à midi? On va dire, allez, 11h, parce qu'il est que midi 6. Voici ici la distribution des tweets par minute. OK, je ne vais pas fait à la seconde, ça n'a aucun intérêt. Et donc là, on va regarder, qu'est-ce qui s'est dit? Ah, Elasticsearch, pas mal, hein, 13% quand même. Bon, après Devoxx FR, c'est normal, hein, c'est le champion, mais bravo. Vous avez super bien joué, parce qu'en fait, on est plus fort que les autres, là, sur la conférence. Bravo. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on peut aller voir aussi, tiens, je vais rajouter mon filtre sur Elasticsearch cette fois. Vous avez vu, les facettes se sont recalculées, et puis on va voir, par exemple, qui a énormément tweeté. Ah, Maloum, mon ami. Donc voilà, après les autres personnes, vous vous reconnaîtrez, hein, vous êtes dans la salle, je suppose. Quelles sont les personnes qui ont été, enfin les comptes qui ont été les plus mentionnés, etc. Et puis là-dessus, après vous pouvez faire des recherches. Hein. Je vais peut-être enlever tous mes filtres, ça sera plus simple. Clac.
Et puis là-dedans, vous pouvez chercher par mots-clés. Alors par exemple, on va chercher... Ah, attends toi. Petit problème avec cette souris. Allez. Reviens. Voilà. On va chercher par exemple les mots Elasticsearch. Et puis, je sais pas, tiens, les noms. Voilà. Vous avez vu, on relance des requêtes en temps réel. Alors, c'est pas un gros exploit, hein, il n'y a que 3000 données. Bon, vous allez dire, ouh, pas super. Ça marche aussi avec des millions de données. D'accord ? La recherche comme ça aussi rapide, c'est normal d'obtenir 14 ou 17 millisecondes de temps de réponse. En ce moment, sur mon projet, on a 500 000 éléments indexés. Et sur les 500 000 éléments indexés, on a toujours ce temps de réponse. C'est 20 millisecondes. Donc voilà, vous avez fait votre recherche avec des mots-clés, et cette fois, on va voir que la pertinence, en fait, elle bouge derrière, et en fonction des différents mots-clés, vous allez pouvoir jouer avec. Donc je vous invite à aller faire, joue avec ce truc-là, mettez des plus, des moins. Vous pourrez voir ici, dans l'onglet JSON, ce qui est envoyé à Elasticsearch et ce qui est reçu au format JSON, comme ça, vous allez voir exactement ce qui se passe derrière. Le code source est sur GitHub, je vous donnerai le lien à la fin, et donc vous pouvez aussi forker, faire ce que vous voulez avec. Voilà, on va retourner ici. On va refaire la manip. Hop, je me suis trompé. Décidément. Clac. Clac. Voilà, le Mac, c'est pas super, vraiment encore mon truc. Il faut que je m'en achète un. C'est pas bien. Donc on a vu l'architecture. Je repasse rapidement. Merci. Et on va voir maintenant un petit peu ce qu'il y a sous le capot d'Elasticsearch. On va parler de partitionnement, réplication, scalabilité. Je vais essayer d'accélérer un petit peu le rythme. Alors, quelques notions. On parle d'un nœud. Un nœud, c'est une instance Elasticsearch. C'est l'élément qu'on démarre. En général, ça correspond à une machine. On met plutôt un nœud par machine pour bénéficier de toute la puissance possible et de la délivrer à Elasticsearch. Un cluster, c'est un ensemble de nœuds. Monter différents nœuds, ils vont se redécouvrir les uns les autres. Une partition, donc la notion de sharding, très importante, ça vous permet de découper votre index en plusieurs parties pour y distribuer à l'intérieur les documents. Des shards, ce sont des micro-lucènes à chaque fois. Donc plus vous faites de shards, et plus vous allez pouvoir faire l'indexation en parallèle. Réplication, donc c'est des réplicas. L'idée, c'est que dans Elasticsearch, il faut que vous puissiez faire des sauvegardes en temps réel de vos partitions, de façon à ce que s'il y a un nœud crash, vous puissiez quand même récupérer et garder la fonctionnalité recherche pour vos utilisateurs. Il y a des notions de partition primaire, des primary shards. Donc c'est une partition qui est élue principale dans le cluster, ça veut dire que c'est elle qui va se charger de l'indexation. Donc c'est elle qui fait l'indexation Lucene. Puis il y a des partitions secondaires, donc qui vont stocker les réplicas des partitions primaires, et sur lesquelles on va aussi déléguer de la recherche, la fonctionnalité recherche. Donc par exemple, créons un index. Donc j'ai démarré un nœud Elasticsearch. Je crée un index. Créer un index, ça peut être ça. Je crée un index qui s'appelle Twitter. Et puis je peux lui donner des paramètres, c'est les métadonnées d'Elasticsearch. Je vais lui dire que je veux 2 partitions, 2 shards, et je veux une réplication dans mon cluster. Quand je vais démarrer un nouveau nœud, automatiquement, les données vont se copier dans l'ensemble du cluster pour respecter la règle de réplication que j'ai. Je dois avoir une copie de chaque partition dans le cluster. Ce qui est entouré en blanc, c'est la partition primaire. Et puis Elasticsearch va vous permettre de faire de la réallocation dynamique. C'est presque magique, ça. Donc vous avez votre cas de tout à l'heure. Vous démarrez un 3e nœud. Elasticsearch va décider d'équilibrer la charge, en fait, et de déplacer votre réplica sur le 3e nœud. Vous démarrez un 4e nœud, c'est le même principe. Et là, vous avez, je dirais, la configuration idéale. Parce que si vous démarrez un 5e nœud, il ne va rien se passer. Évidemment, il n'y a rien d'autre à faire. Le tuning, ça va être ça avec Elasticsearch. Il va falloir bien déterminer quel est le nombre de nœuds qu'on met, le nombre de partitions qu'on souhaite faire. Il y a du pour, il y a du contre à mettre plein de partitions. Hein, et le nombre de réplicas qu'on souhaite. 0 réplica égale puissance maximale. Hein, mais par contre, quand ça tombe, ça tombe. Et puis 20 réplicas, c'est ceinture et bretelles et tout ce que vous voulez, mais au moins on a à peu près la garantie de ne pas perdre nos données.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand on indexe un document? Lorsqu'on fait notre put de tout à l'heure, notre document va être envoyé, Elasticsearch a déterminé que ce document-là allait s'inscrire dans la partition 0. D'accord? Il va être indexé par la partition 0 du nœud 1, et puis ensuite il va être répliqué dans le cluster. Il va partir de l'autre côté. J'indexe un deuxième document. Là, Elasticsearch va décider que finalement, c'est le shard 1 qui doit indexer ce document. Donc il l'envoie au shard 1, et puis il réplique dans le nœud 4. Facile. Lorsqu'on fait une recherche, du coup on voit que nos documents sont dans plusieurs partitions. En fait, il propage l'ensemble de la recherche en même temps aux deux nœuds. Il récupère les deux documents, il agrège le contenu, il fait ses tris, il fait ce qu'il a à faire, et puis il renvoie votre résultat, comme on l'a vu tout à l'heure, vos deux documents à votre client. Là, c'est curl. Lorsqu'on fait une autre recherche, par exemple, il va distribuer la recherche. Il ne va pas tout le temps la faire sur les mêmes nœuds. Il va s'arranger pour faire pas une sorte de round robin sur l'ensemble des nœuds. Et il va, par exemple, là, s'adresser au nœud 3 et au nœud 4. Il va récupérer les documents. Panique. On vient de perdre notre nœud 4. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne en mille. Évidemment, Elasticsearch gère le failover et va du coup dire « Ah, c'est pas grave, le shard 1, je l'ai ailleurs dans le cluster. Je vais quand même récupérer mon document dans ce shard. Et puis en même temps, tiens, il faudra que je réplique, il faudra que je pense à répliquer mon shard, puisque j'ai vu qu'il y avait un petit défaut dans mon cluster. » Et il vous récupère encore une fois l'information. Donc l'intérêt, c'est ce failover, c'est vraiment puissant et vous avez peu de chances de pénaliser vos utilisateurs, même quand vous perdez un nœud de votre cluster. Alors autour d'Elasticsearch, il y a une communauté. Alors d'abord, je voudrais vous dire qu'il y a, au-delà du gourou, Shai Banon, qui est évidemment le contributeur principal, il doit faire 99% du projet. Il y a maintenant à peu près 50 contributeurs directs qui font des pull requests sur le projet. Donc c'est vraiment un projet qui bouge beaucoup. Il y a plus de 2000 personnes qui surveillent le compte GitHub de Elasticsearch. Et il y a plus de 280 forks. Pour vous donner un ordre de grandeur, Spring et Hibernate, je crois que c'est à peu près 200 forks sur GitHub. Donc, vous dire, c'est vraiment ce projet est suivi. Il est aussi beaucoup utilisé en production. Alors, on l'utilise dans différents cas. Le petit bonhomme à la moustache, par exemple, Logstash, c'est un système d'indexation des logs de production. Et ils utilisent Elasticsearch derrière comme moteur de recherche pour aller chercher dans vos logs de prod. Donc on a des usages complètement différents d'Elasticsearch. C'est absolument hallucinant quand vous regardez la mailing list de voir les gens qui vous décrivent des cas auxquels vous n'auriez jamais pensé. Mais ça éveille les idées par contre. YFrog, qui indexe les photos et les vidéos pour Twitter. Eux, ils indexent 3 millions de tweets tous les jours. Donc avec Elasticsearch. Et pas de problème. Vous avez Sonian. Alors Sonian, ça c'est sympa, c'est l'archivage et la recherche de documents dans le cloud. Pardon pour mon accent. Et eux, ils ont plus de 20 clusters et ils ont indexé plus de 5 milliards de documents. Donc vraiment une volumétrie assez importante. Donc et en douane, nous, on a à peu près 500 000 documents indexés, dont la moitié sont des documents OpenOffice, PDF, etc. Et nos douaniers sont vraiment très contents et très satisfaits du résultat obtenu, puisque maintenant, ils arrivent à faire parler la donnée grâce à ces fameuses facettes dont on a parlé tout à l'heure. On fait la même chose maintenant qu'on a prouvé le concept avec le projet dont je vous ai parlé, pour indexer les déclarations en douane. Et là, notre objectif, c'est d'indexer un volume de 100 millions de marchandises. Donc on est en train de travailler sur ce sujet-là à la douane. Voilà, on arrive à la fin de la conférence. J'allais vous dire, rejoignez-nous, rejoignez le mouvement. Alors, on essaye de faire démarrer une communauté française autour d'Elasticsearch. Donc ça commence à bouger, c'est pas mal. Donc il y a un compte Twitter, il y a une mailing list. Si vous débutez avec Elasticsearch, que vous avez des questions et que vous ne voulez pas spécialement parler anglais, adressez-vous à la mailing list. Il y a pas mal de réponses. Les sources sont disponibles du talk sur GitHub, sur mon compte. Et j'attends vos questions avec impatience. Un micro peut-être ou pas de micro? Non. Gabriel?
Bon, alors on va essayer de le faire comme ça. J'ai une mauvaise oui. Vas-y. Oui, donc en fait, j'ai une question concernant Cassandra, parce que tout à l'heure, vous avez présenté plusieurs rivières, et je ne voyais pas Cassandra. Ouais. Il n'y a pas de rivière pour Cassandra. Elle n'existe pas. Et j'en ai parlé hier avec un des conférenciers autour de Cassandra, et il voyait mal l'intérêt, la façon dont est organisé Cassandra. Il n'y a pas de mécanique qui permettrait de détecter qu'un nouveau document a été ajouté, enlevé, etc. Donc il n'y a pas cette facilité. Donc là, c'est plutôt à faire soi-même dans le système d'information. On n'a pas parlé, c'est vrai, de l'indexation d'une base MySQL, d'une base Postgre, etc. Il n'y a pas de rivière pour ça non plus, parce que vos données sont organisées de telle façon qu'il n'y a pas de mécanique pour dire, tiens, c'est sur tel champ que je sais que c'est une nouvelle donnée, ou j'ai une information comme quoi j'ai supprimé une donnée. Il n'y a pas de sorte de... On ne peut pas utiliser ces données-là. Si on connaît bien son modèle de données, est-ce qu'on peut créer une rivière? Alors on peut créer des plugins, dont une rivière si vous voulez, mais ça n'a peut-être pas d'intérêt. L'idée, c'est peut-être à l'inverse, quand vous êtes dans votre outil, par exemple, où vous allez persister la donnée dans Cassandra, en même temps l'envoyer à Elasticsearch. Ça pourrait être ça le modèle. Typiquement, ce que je fais en douane, moi j'enregistre mes données dans une base Postgre, et en même temps que je fais des updates, des deletes ou des push, en même temps j'envoie à Elasticsearch. Mais est-ce que ça veut dire qu'on stocke deux fois la donnée du coup? Oui, tout à fait. Donc, pour être capable de la restituer, ce qu'on a vu tout à l'heure, il faut qu'elle soit stockée dans Elasticsearch. Donc, mais on peut double l'espace disque, enfin, oui, entre guillemets. Oui. D'accord. Il faut prévoir le coup, quoi. Il faut prévoir le coup. On peut, oui, on peut prendre de l'espace disque. Après, on peut débrider le stockage de la source pour dire je ne veux faire que de la recherche dessus. Donc, je vais être capable de dire qu'effectivement, tel document, je l'ai trouvé parce qu'il répond à tel critère, mais je ne suis pas capable de donner le contenu. Donc à ce moment-là, vous allez gagner de l'espace disque. Oui, en fait, par contre, il faudra aller dans Cassandra et aller chercher le document. En fait, et après, on va faire une deuxième recherche plus précise dans Cassandra. Oui. D'accord. Ok. Les appels. Merci. Question par ici. Bonjour. Est-ce qu'il est possible d'indexer et de faire des recherches géospatiales? Oui, excellente question, j'ai oublié d'en parler. Tout à fait. Vous pouvez mettre des coordonnées géographiques, j'en ai pas parlé parce que je m'en sers pas en fait en douane, mais vous pouvez mettre des coordonnées géographiques dans vos documents et faire aussi donc des recherches géographiques et aussi des facettes géographiques. Trouve-moi dans un rayon de 50 km le nombre d'éléments qui correspondent à ma recherche, dans un rayon de 100 km, etc. Ouais, c'est super bien ça. Là-bas, une question, Gabriel. Les données déjà répliquées dessus. Enfin, comment ça se passe en fait Alors, il se débrouille. Sur la mécanique interne, je n'en sais pas trop. Je sais qu'il a une mécanique, je crois, d'archive-log. C'est un équivalent de ça. Et en fait, il va s'arranger. Il sait que le nœud primaire existe toujours à un endroit. Et donc, il va s'arranger pour synchroniser les données du nœud primaire avec le nœud secondaire qui vient de remonter. Donc, mais tout ça, c'est automatique et c'est transparent. On a juste à remonter le nœud et Elasticsearch se débrouille pour repropager la donnée. Si vous avez par exemple, un seul shard avec 20 millions de documents qui prennent, je sais pas, 20 gigas d'espace disque, évidemment, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, c'est là, après, où on joue sur la notion d'optimisation. Avoir des shards peut-être plus petits, ça va permettre de remonter plus facilement les nœuds dans le cluster. Bonjour. Pardon, je vois pas. J'ai une question sur les opérations d'administration qu'on peut réaliser à chaud. Oui. Tu parlais tout à l'heure d'être capable d'ajouter des nœuds à chaud. Est-ce qu'on peut par exemple imaginer modifier le replication factor sur un index ou reconfigurer un index à chaud, quoi? Oui, alors le replication factor, on peut rajouter, on dit finalement j'en veux plus, ou j'en veux 10. Par contre, le nombre de shards, ça n'est pas possible. À la création de l'index, le nombre de partitions qu'on a défini est figé. Puisque en fait, chaque document ensuite a une sorte de clé de hachage, et en fonction de cette clé de hachage, on sait qu'on va dans tel ou tel shard. Donc c'est fini. La règle, elle est immuable. Bonjour, j'avais une question. Est-ce que comme dans Hadoop, il y a une notion de topologie sur la réplication, avec les notions de rack et tout ça? Alors, on peut rajouter maintenant des informations sur le rack, effectivement. Je ne sais pas, là, je ne saurais pas répondre si elles sont utilisées pour l'instant ou si elles sont juste pour info. Je pense qu'il a dans l'idée, Shai Banon, de l'utiliser pour ensuite affecter ça. Par contre, il y a une notion si vous travaillez chez Amazon, vous pouvez lui donner des régions. Et donc, il peut s'arranger pour essayer de répliquer dans d'autres régions que les données que celles sur lesquelles vous êtes. Voilà. Je ne suis pas expert de cette partie-là.
Bonjour. Bonjour. Il existe pléthore d'outils sur le marché aujourd'hui. Qu'est-ce qui a motivé le choix d'Elasticsearch? Pour la douane? Oui. C'est ça? La simplicité. Je l'ai démarré, je l'ai téléchargé, je l'ai démarré, et pendant une semaine, j'ai pas dormi, je me suis dit, what the fuck, c'est pas possible, c'est trop simple. Voilà. Est-ce qu'il y avait besoin d'aller chercher encore plus simple, encore mieux ailleurs, alors que là, on avait l'outil qui répondait à plus que nos besoins, c'est-à-dire qui nous a ouvert la porte à plein d'autres choses. Non, voilà, on n'a pas fait cette comparaison entre Solar notamment et puis Elasticsearch. On a vu qu'on avait vraiment un produit qui correspondait complètement à nos besoins. C'est la fin de la conférence, je suis désolé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail ou directement ici. Merci de votre présence, merci beaucoup.